nouvelles accusations portées contre le médecin, 12 ados impliqués. On va faire de commentaires là-dessus. Quand ce sera le temps de faire des commentaires, faites-vous-en pas, j'en Le monde à l'envers. On a eu chaud à Sept-Îles et la Floride grelotte. Et notre focus, les enfants adoptés à l'étranger sont-ils hypothéqués? À première vue, ils ont l'air d'avoir des retards. Ils apprennent assez rapidement. On l'avait vu en décembre recevoir sans broncher, l'air impassible, une flopée d'accusations graves d'agressions sexuelles sur des jeunes patients. Le docteur Jocelyn Lucier a encaissé encore aujourd'hui l'air calme et son dossier s'épaissit. Il y avait 7 chefs en décembre, on est rendu à 20. 5 nouvelles présumées victimes qui se sont manifestées. Isabelle Doré. Les gars, c'est terminé. Merci beaucoup. D'un calme désarmant, l'ex-chef de pédiatrie de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville a fait son entrée dans la salle d'audience. Pourtant, son cas s'aggrave. 20 chefs pèsent maintenant contre lui. 5 nouvelles victimes ont, entre autres, porté plainte au service de police et 8 autres chefs se sont ajoutés. Il s'agit d'accusations d'avoir administré une substance soporifique dans le but de faciliter la commission d'un acte criminel. Ça réfère à des agressions sexuelles pour lesquelles il a déjà été accusé. Du côté de la défense, on attend que les détails de la preuve soient communiqués la semaine prochaine. Il est calme devant tout ça. Il a hâte d'en savoir plus. Il a hâte de pouvoir justement obtenir la preuve en détail pour pouvoir faire des vérifications. L'accusé, lui, est demeuré stoïque lorsque les nouveaux chefs sont tombés. Il a préféré réserver ses commentaires. On va faire de commentaires là-dessus. Quand ce sera le temps de faire des commentaires, faites-vous-en pas, j'en prie. Même chose pour les parents de jeunes patients qui, en décembre dernier, réclamaient en pleurs que Jocelyn Lucier puisse retourner à la pratique pour soigner leurs enfants. Rappelons que les actes reprochés au pédiatre de 37 ans seraient survenus en 2001 et 2002 à l'endroit d'adolescents âgés entre 14 et 17 ans. Aujourd'hui, on s'attendait même à ce que d'autres accusations soient déposées. Écoutez, l'enquête se poursuit. C'est tout ce que je peux vous dire au moment où on se parle. Est-ce qu'il y a encore des dossiers sous étude? Il y a encore des dossiers sous étude. Jocelyn Lucier demeure en liberté en attendant la suite des procédures judiciaires entreprises contre lui. Il doit toutefois respecter une multitude de conditions, dont celle de ne pas entrer en contact avec les présumées victimes. Isabelle Doré, TVA, Drummondville. Au Saguenay, une affaire d'inceste qui nous rappelle le cas de Rénal Côté. Un père a écopé aujourd'hui de 9 ans de prison pour avoir agressé sexuellement sa propre fille pendant 8 ans, dès l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans. L'homme de 47 ans avait plaidé coupable à des accusations d'inceste, d'agression sexuelle armée et d'attentat à la pudeur. Il a avoué à un travailleur social qu'en s'en prenant à sa fille, il s'imaginait punir sa femme qui le privait de relations sexuelles. À venir dans le bulletin, Internet entre dans nos mœurs, mais les Québécois restent méfiants. Vous avez rêvé toute la semaine de pouvoir aller en Floride pour vous réchauffer la couenne. Eh bien, ça aurait été un mauvais choix parce qu'une masse d'air polaire a aussi envahi tout le sud des États-Unis et elle sera là au moins jusqu'à demain. Vous voyez les températures qu'il faisait en fin d'après-midi. C'est la pire vague de froid depuis des années. Dans certaines régions, le mercure est tombé jusqu'à moins 2 degrés Celsius, ce qui fait craindre pour les récoltes d'agrumes et de tomates. Normand Réaume. Descendre en Floride, comme disent les habitués, n'est pas un gage de chaleur ces jours-ci. Plusieurs écoles sont fermées à cause du froid que les médias états-uniens qualifient de sibérien. L'immense courant d'air polaire qui congèle le Canada depuis plusieurs jours s'est prolongé de façon inhabituelle vers le sud, où les Américains comprennent ce que signifie au premier degré le titre d'un roman de l'écrivain québécois Régent Ducharme, « L'hiver de force ». Dans le nord de la Floride, les champs d'agrumes sont menacés par le gel et une façon de sauver les oranges et les citrons consiste à les arroser sans cesse jusqu'à ce que le mercure remonte. Environ un quart de la récolte n'a pas été cueillie, mais en cas de désastre, le Brésil prendrait la relève. Or, les alertes météo se multiplient en prédisant que le gel va s'accentuer et durer jusqu'à samedi midi dans le nord de la Floride et dans le sud de l'Alabama et de la Géorgie. La Floride, c'est le royaume de la tomate. Ce légume-fruit, très sensible au froid. Un gel prolongé ne manquerait pas de faire monter les prix. Les grands magasins n'ont plus de chaufferette à vendre et toutes les couvertures chaudes ont trouvé preneur. Le bois de chauffage en provenance du Canada est très populaire. Qui sait, les négociateurs canadiens pourraient peut-être tirer profit des circonstances et régler le litige d'une autre matière ligneuse, le bois d'œuvre.
Normand Réaume pour le réseau TVA. Sophie, au cours des prochaines heures, il y a une masse d'air un peu plus doux qui s'amène sur nos secteurs. Il y a une bonne bande de nuages également qui devrait nous toucher à compter de demain. Il y aura de la neige. On parlera d'accumulation inférieure à 5 cm. Bon. Je vous en reparle plus tard. Merci. Il faut vraiment en manquer pour en prendre conscience. L'eau, c'est une denrée extrêmement précieuse. Disons que les gens de Saint-Jérôme s'en rendent compte depuis hier. Avec pas de grosse tragédie, mais spectaculaire quand même. D'abord, 2 petits avions se sont heurtés en plein vol au-dessus d'une banlieue de Denver, au Colorado. Ils sont ensuite écrasés sur des maisons dont l'une a pris feu. On ne sait pas combien de personnes il y avait à bord des avions et si elles ont survécu, mais personne n'aurait été tué au sol. 6 personnes ont été blessées légèrement par des débris. Et puis en Californie, un petit Cessna s'est écrasé sur une maison à l'est de Los Angeles. Le pilote est mort, mais personne n'a été blessé dans la maison. Un adolescent s'y trouvait avec sa petite sœur. Les États-Unis ont lancé une mise en garde aux Américains qui vivent à l'étranger. Ils les avertissent de se tenir prêts à évacuer leur pays de résidence en cas de guerre ou de tout autre événement grave. Une alerte lancée quelques heures après une menace non voilée faite par le fils aîné de Saddam Hussein. Uday Hussein a déclaré dans une entrevue que les Américains devraient considérer le 11 septembre 2001 comme un pique-nique comparativement à ce qui les attend s'ils attaquent l'Irak. Cela dit, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohamed El-Baradei, va dire la semaine prochaine au Conseil de sécurité de l'ONU que les inspecteurs ont besoin de plus de temps en Irak, mais que Saddam Hussein obtient dans l'ensemble de bonnes notes pour sa coopération. Il aura un B, mais il devra coopérer davantage. Les États-Unis pensent qu'il mérite plutôt un F pour failure. La Maison-Blanche juge inacceptable que l'Irak empêche les inspecteurs de l'ONU d'interroger ces scientifiques en privé, ce qui viole la résolution 1441. Taxer encore les automobilistes pour financer le transport en commun. Heureusement que les élections s'en viennent. Tout le monde est en faveur du développement du transport en commun, mais où prendre l'argent? Tous les réseaux de transport en commun disent souffrir de sous-financement. Et 3 personnes mandatées par le gouvernement l'ont constaté. Dans la grande région de Montréal, c'est Louis Bernard qui a fait ce constat et il suggère de donner les pouvoirs fiscaux nécessaires à la communauté métropolitaine de Montréal pour redresser la situation. Et pour le faire, vous l'aurez deviné, il faut des dollars. M. Bernard propose d'aller les chercher dans les poches des automobilistes en augmentant la taxe sur l'essence de 1,5 cent à 2,5 cents le litre, en faisant grimper les droits d'immatriculation de 30 à 35 $. Si nécessaire, mettre en place des péages et une taxe sur le stationnement. Sur le coup, peut-être que l'automobiliste va dire, encore une fois, moi, je suis mis à contribution. Mais c'est malheureux pour l'automobiliste, mais il ne peut pas s'en sortir. Si le transport en commun ne réussit pas à prendre une partie importante des déplacements, bien, l'automobiliste, il paye parce que la congestion coûte cher en essence. Aussitôt dit, aussitôt rejeté par Québec, année électorale oblige. Le gouvernement n'est pas d'accord avec l'imposition d'une nouvelle taxe sur l'essence auprès des automobilistes. On espère qu'ils sont assez taxés. Il y a une solution, dit cependant Serge Ménard. Comme en santé, il y a des dollars à Ottawa. On charge actuellement 1,5 sou pour atteindre le déficit zéro du fédéral. C'est une mesure que le fédéral a mis en août 1995. Il a atteint le déficit zéro depuis 1998. Ça fait 4 ans, puis on voit qu'il n'y a pas besoin de cette taxe-là. Le plan d'action pour redresser la barre doit être mis en place en janvier 2004. Parier qu'une tablette doit déjà être prête pour accueillir les rapports. Yves Malo, TVA, Montréal. Le maire de Québec, Jean-Paul Lallier, lui, est bien d'accord pour mettre à contribution les automobilistes dans le financement du transport en commun. Et il en a fait part à Mario Dumont aujourd'hui. Il a aussi cherché à être rassuré sur les intentions de l'ADQ face aux diffusions. Robert Plouffe. C'était le premier face-à-face officiel entre les deux hommes depuis 4 ans. Ça veut dire quoi? Que c'est pas trop tard. L'initiative revient à Mario Dumont qui, sans se chercher nécessairement un allié, voulait discuter priorité de développement avec le maire de Québec. Et comme l'ADQ est plutôt populaire dans la région, difficile pour Jean-Paul Lallier de décliner l'invitation. Les deux hommes ont parlé fiscalité, autonomie municipale
et transport en commun. Le maire Lallier est en faveur d'imposer aux automobilistes une taxe sur l'essence d'1,5 cent le litre pour financer le transport public. Cela rapporterait 50 millions de dollars sur 5 ans, auquel le maire demande à Québec d'ajouter un autre 50 millions pour créer un fonds dédié qui servira à développer de nouveaux projets comme un tramway. Mario Dumont refuse de dire s'il appuie une taxe sur l'essence, mais l'idée du fonds lui plaît. Tout nouvel apport d'argent, sous cette forme-là ou sous toute autre forme, tout nouvel apport d'argent à ce point-ci devrait aller dans un fonds pour des projets futurs et non pas pour boucher les trous. Je pense que la population n'accepterait pas que des sommes nouvelles aillent simplement pour corriger les situations présentes. Le maire de Québec a tenu à être rassuré quant à la position de l'ADQ face aux diffusions municipales. Là-dessus, Mario Dumont lui a réitéré sa ferme intention de travailler à la construction des nouvelles villes et d'opposer un non ferme à ceux qui cherchent à les détruire. J'ai dit à M. Dumont que j'étais très satisfait de sa position de non-retour en arrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème à régler dans le futur, qu'il n'y a pas de défi à relever, mais toutes les invitations au retour en arrière sont du temps perdu. Invité à signer le livre d'or de la ville de Québec, Mario Dumont a été vague quant à son intention d'y établir sa résidence, advenant une prise du pouvoir. Qu'un gouvernement éventuel de l'ADQ va gouverner à Québec. Les décisions familiales de ma femme et de mes 3 enfants sont prises dans un contexte non politique. Et Mario Dumont, le père, ajoute simplement que la résidence actuelle du premier ministre Bernard Landry dans l'édifice Price est loin de convenir à une petite famille. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Eh bien, les menaces de guerre en Irak ont affecté le dollar américain en recul face au yuan, à l'euro et d'autres devises, tandis qu'à New York, le Dow Jones a dégringolé à 8131 points, sa valeur la plus basse depuis le mois d'octobre. Le dollar canadien a encore progressé aujourd'hui de 29 centièmes de cent pour atteindre 65,86 cents américains, soit son niveau le plus élevé depuis le 28 juin 2002. Notre dollar a aussi profité de commentaires énergiques de la Banque du Canada qui suggère qu'elle va augmenter ses taux d'intérêt. En 2 ans, c'est incroyable la progression. On est en train de rattraper la moyenne canadienne. Mais quand il s'agit de sortir la carte de crédit pour des achats en ligne, c'est une autre affaire. André Ducharme. Le Québec a franchi le seuil des 3 millions d'internautes avec 54 des adultes qui naviguent sur une base régulière. C'est un bond de 20 en 3 ans. C'est le courriel qui est l'application préférée des Québécois. Près de 3 millions de personnes l'utilisent couramment. On reçoit en moyenne 35 messages par semaine. Les internautes consultent surtout des sites d'information à 37 et de divertissement à 24 Les finances et les sports sont aussi des domaines populaires. Les sites pornographiques, eux, viendraient à la toute fin, avec moins de 1 de visiteurs. On interroge environ 1000 internautes à chaque mois, puis il y en a seulement 7 ou 8, grosso modo, là, par mois qui avouent, entre guillemets, visiter des sites pornographiques. Ceux qui s'expriment là, c'est clair, qui ont été, mais un certain nombre de personnes qui ne l'avoueront pas. Et ça, c'est la limite de la science du sondage, là. Si de plus en plus d'internautes magasinent sur la toile, ils sont encore peu nombreux à faire leurs achats en ligne. Malgré tout, 500 000 Québécois auraient effectué au moins un achat dans la dernière année. Internet, c'est pas encore un média de transaction. C'est pas encore le centre d'achat de l'avenir. Manque de confiance surtout. Les 2 tiers des Québécois estiment que les transactions par carte de crédit sur Internet ne sont pas sécuritaires. La toile québécoise et canadienne n'est pas prête à recevoir. C'est trop compliqué de faire des achats. Moi, j'ai fait une étude qui démontrait qu'après 5 clics, les gens décrochent. Près d'1 Québécois sur 5 télécharge de la musique et près du tiers navigue pour planifier ses vacances. Les spécialistes prévoient qu'Internet sera un jour aussi présent dans les foyers que la télévision. André Ducharme, TVA, à Montréal. Après la pause, notre focus de la semaine sur l'adoption internationale. Ces enfants d'ailleurs nous arrivent-ils trop hypothéqués?
jeudi. Ce soir, on vous parle d'adoption internationale. On apprenait récemment que la plupart des enfants qu'on adopte à l'étranger arrivent ici avec des retards de développement au niveau cognitif, mais aussi de la motricité. Alors, Marie, cette étude-là vous a intéressé particulièrement. Oui, ce sont des chercheurs de l'UQAM et de Sainte-Justine qui ont évalué 123 enfants qui arrivent de la Russie, qui arrivent de la Chine et aussi des pays du reste de l'Asie. Et effectivement, ils présentent des retards. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est d'aller voir d'abord des parents, d'aller voir des agences d'adoption, rencontrer aussi une des chercheurs. Voyons ce que ça donne. Charlotte a passé les 18 premiers mois de sa vie dans un orphelinat de Chine. Imaginez son bouleversement lorsqu'il est arrivé au Québec en juin dernier. Une nouvelle famille, une nouvelle vie. Moi, ce qui m'épate de ces enfants-là, c'est que même si, à première vue, ils ont l'air d'avoir des retards, ils apprennent assez rapidement. Charlotte, elle parle quand même. Il y a 6 mois, 7 mois, c'est le chinois qu'elle comprenait. Elle me parle en français, Charlotte. Avant Charlotte, il y a eu Léo, né lui aussi en Chine. Irène et Serge l'ont adopté alors qu'il avait presque 2 ans. C'est clair que Léo, il y a des choses avec lesquelles il n'avait jamais été en contact, plusieurs jouets. Mon impression, c'est qu'il avait été assez peu stimulé. Donc, on peut penser que oui, il avait des retards. Et c'est possiblement le lot de bien des enfants qu'on adopte à l'étranger. André Pomerleau et d'autres chercheurs ont évalué 123 enfants de 4 à 18 mois venus de la Russie, de la Chine et d'autres pays d'Asie. Premier constat, à leur arrivée, la plupart de ces enfants accusent un retard de développement cognitif et moteur, surtout les Russes et les petites Chinoises. En orphelinat, les enfants sont avec plusieurs autres enfants et il n'y a pas nécessairement beaucoup d'adultes qui sont là, qui peuvent s'occuper d'eux. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'une fois arrivés ici, la plupart des enfants progressent rapidement. Je pense que c'est vraiment le milieu de vie de l'enfant, sa famille adoptive qui lui offre un contexte très stimulant. Carole Néron a adopté 2 enfants. Elle dirige une agence d'adoption, ne fait affaire qu'avec la Chine. Il faut tenir compte des résultats de l'étude, dit-elle, mais aussi et surtout des progrès. Ils n'accusent pas un retard qui vont traîner toute leur vie ou des handicaps qui vont traîner toute leur vie. Ils ont un retard parce qu'ils n'ont pas été stimulés. Mais moi, je vais vous dire que dernièrement, on a eu des orphelinats. Nous, on avait une personne là-bas qu'on appelle des nounous pour 3 enfants. Les chercheurs constatent aussi que plus l'enfant arrive jeune, avant 1 an, plus ses chances de récupérer seront grandes. En tout cas, Léo et Charlotte semblent évoluer normalement, au grand bonheur des parents qui vous diront que la plupart de ces enfants sont d'abord et avant tout des survivants. Elle disait toujours « Je t'aime, Charlotte, je t'aime, Charlotte. Est-ce que tu aimes maman? » Puis elle me répondait pas. Puis moi, je disais « Tu sais, moi, je t'aime pour toujours. Quand tu seras prête à me dire que tu m'aimes, je vais être contente, mais d'ici là, je t'aime quand même. » Puis c'est venu. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Vous aussi, vous aimeriez qu'on traite un sujet en particulier? Vous avez une idée de reportage à proposer? Envoyez-moi tout ça à sophie.thibault@tva.ca. On en fera peut-être notre focus de vendredi prochain. Focus, votre reportage tous les vendredis au bulletin de 22h. À Washington, maintenant, un jeune homme a été arrêté après avoir sauté par-dessus une clôture qui ceinture la Maison-Blanche. L'intrus qui transportait un sac à dos a été rapidement repéré puis arrêté par des agents des services secrets chargés de la sécurité du président Bush. On ignore encore le motif de son geste. Différents secteurs manufacturiers. Le premier but des groupes de prédiction de couleurs